Pour introduire la notion de transfert d'énergie, vous allez imaginer que vous placez votre main dans l'eau chaude. Votre main et l'eau ont des températures différentes. Vous ressentez que votre main se réchauffe. Cette sensation est due au fait que l'eau chaude, qui a une température plus élevée, va vous transférer de l'énergie sous forme de chaleur. On parle de transfert d'énergie sous forme thermique. De manière générale, un transfert thermique a toujours lieu du système le plus chaud vers le système le moins chaud. Revenons au cas des bouillottes magiques ou chaufferettes que nous avons vues dans l'activité. On constate que lors de la solidification, le liquide cède de l'énergie. Il s'effectue alors un transfert thermique. Et comme le système constitué du liquide qui se solidifie cède de l'énergie au milieu extérieur, nous avons qualifié cette transformation d'exothermique. Ainsi, vous qui constituez le milieu extérieur, ressentez que la bouillotte, lors de cette solidification, est devenue chaude. Revenons maintenant à l'autre exemple, lorsque vous êtes mouillé et que vous sortez de l'eau. Dans cette situation, l'eau, pour pouvoir s'évaporer, va prélever à votre corps, qui constitue un système plus chaud, de l'énergie thermique. Ainsi, nous avons qualifié la transformation de l'eau à l'état liquide à l'eau à l'état gazeux d'endothermique. La sensation de froid que vous ressentez est due au fait que c'est votre corps qui cède de l'énergie thermique à l'eau. Revenons au niveau microscopique. Nous avons vu que les entités qui constituent la matière sont en mouvement incessant, même si ce mouvement est différent en fonction de l'état de la matière. Lorsqu'un corps va absorber de l'énergie, donc il va recevoir de l'énergie de l'extérieur, comme il s'agit d'énergie thermique, sa température va augmenter. Par conséquent, les entités qui le constituent vont s'agiter davantage. L'agitation thermique va augmenter. Si par contre le corps cède de l'énergie thermique à l'extérieur, ça signifie donc qu'il va perdre de la chaleur, par conséquent sa température va diminuer et les particules vont moins s'agiter. On dit que l'agitation thermique diminue. Revenons au cas d'un solide que l'on va chauffer, par exemple la glace. Lorsque la température augmente, puis atteint la température de fusion, alors le changement d'état peut s'opérer. Le solide va devenir liquide, à température constante. Pour que ce changement d'état puisse avoir lieu, il est nécessaire d'apporter de l'énergie au système. Ça signifie donc que c'est un changement d'état qui est endothermique. On retrouve la même chose dans le cas de la vaporisation. Pour qu'il y ait vaporisation, il faut apporter de l'énergie au système. Si on considère les transformations inverses, on va toujours avoir, par exemple, une liquéfaction à température constante, mais dans ce cas, c'est le système qui va céder de l'énergie thermique. Même chose pour la solidification. Ce seront donc des transformations exothermiques puisqu'elles vont céder de l'énergie. Nous avons donc deux cas de figure. Soit le système va recevoir de l'énergie thermique pour pouvoir changer d'état. Dans ce cas-là, le changement d'état est endothermique. C'est le cas, par exemple, de l'eau qui s'évapore de votre corps. Votre corps constitue le milieu extérieur et il se refroidit puisqu'il cède cette énergie à l'eau. C'est le cas des transformations qui permettent de passer d'un état condensé à un état moins condensé, c'est-à-dire fusion, vaporisation, sublimation. L'autre cas de figure, c'est lorsque l'énergie va être cédée par le système. Les changements d'état dans ce cas seront exothermiques, c'est le cas de la bouillotte magique, puisque dans ce cas, le milieu extérieur va se réchauffer. C'est ce qu'il se passe lors de la solidification, la liquéfaction et la condensation. Petite remarque sur laquelle nous n'allons pas beaucoup insister en seconde, mais qui par la suite est importante. L'énergie peut être comptée soit positivement, soit négativement, en fonction de ce qui se passe pour le système. Si le système absorbe l'énergie, celle-ci sera comptée positivement. Si par contre il la libère, il la cède, dans ce cas l'énergie sera comptée négativement. Vous pouvez maintenant recopier cette partie du cours. Concernant ce schéma, vous le reproduisez de façon simplifiée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de représenter les petits dessins avec les entités en mouvement. Nous venons de voir que les corps purs vont soit céder, soit absorber de l'énergie lorsqu'ils vont changer d'état. Il suffit de repenser aux glaçons de tout à l'heure et imaginer l'énergie nécessaire pour faire fondre un glaçon de quelques grammes et un bloc de glace de quelques kilogrammes. On se rend tout de suite compte que l'énergie sera beaucoup plus importante
dans le cas du bloc. Ainsi, si on souhaite comparer les énergies transférées, il va falloir ramener l'énergie à une unité de masse, c'est-à-dire à 1 kg. On définit alors l'énergie massique de changement d'état, qu'on appelle aussi chaleur latente de changement d'état, qui est notée L, majuscule ou minuscule. Elle correspond à l'énergie thermique que doit soit absorber, soit libérer, en fonction du changement d'état considéré, une masse de 1 kg de ce corps, pour qu'il puisse justement effectuer son changement d'état à température constante. En termes d'unité, on a donc une énergie par unité de masse qui va donc s'exprimer en joules par kilogramme. L'énergie associée à un changement d'état va donc dépendre de la masse de corps qui change d'état. Plus la masse de ce corps va être importante, plus l'énergie transférée lors du changement d'état sera importante. On a donc une proportionnalité entre l'énergie associée à un changement d'état et la masse du corps. Ainsi, lors d'un changement d'état, l'énergie, qui est notée en général Q majuscule ou éventuellement E PH, va donc être égale au produit de la masse du corps qui change d'état par la valeur de l'énergie massique de changement d'état qui est, je vous le rappelle, caractéristique d'un corps pur. Vous pouvez maintenant recopier cette partie du cours, puis mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions posées dans l'exemple. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pourrez poursuivre la vidéo. Alors, on vous donne ici la valeur de l'énergie massique de fusion de la glace et on vous demande de calculer l'énergie transférée lors de la fusion de 50 grammes de glace. On ne peut pas laisser la masse en grammes, il faut ici la convertir en kilogrammes. Pour calculer l'énergie, il suffit d'appliquer la formule, donc l'énergie sera égale à la masse de 50 grammes convertie en kilogrammes, multipliée par la valeur de l'énergie massique qui vous est donnée. On obtient donc une énergie de 1,7 fois 10 puissance 4 joules. On vous demande si cette énergie est cédée ou absorbée. Rappelez-vous, ici, il s'agit d'une fusion. On a vu que la fusion est endothermique, c'est-à-dire qu'il faut fournir l'énergie à la glace, l'énergie qu'elle va absorber pour pouvoir fondre. Ce chapitre est terminé.